Bonjour à tous, bienvenue à Paris Porte de Versailles pour l'événement du commerce connecté Paris Retail Week. Bienvenue à tous. Alors ce matin, toutes les présentations vont se passer en français, donc je vais faire une petite annonce pour nos amis anglophones. Ladies and gentlemen, welcome to the Paris Retail Week. We are pleased to welcome you all here. This morning, all the presentations will take place in French. For any of you who need, translation headsets are available at the entrance. Okay, hope that works for you. Super, great. Donc, je repasse en français. Donc, comme vous le savez, chaque année, des centaines d'exposants et des milliers de visiteurs foulent le sol pendant 3 journées ici pour vivre cette expérience unique. Vous l'avez vu dans l'intro, donc Paris Retail Week, en quelques chiffres, c'est quoi? C'est 600 sociétés participantes, 25 000 professionnels, 1000 business meetings et plus de 200 conférences et ateliers. Cette année, 8 thématiques seront abordées sous plusieurs formats. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir celui qui est derrière cet événement, celui qui organise. Vous allez voir, son CV, c'est un sacré palmarès. Voilà, 20 ans d'expérience dans les technos, dont plus 6 ans chez Yahoo, 3 ans chez Pixmania. Il est passionné par l'Internet média, le commerce connecté et le retail. Il a notamment lancé au sein de Comexposium un événement qui est dédié aux décideurs du marketing digital, qui est connu comme le One-to-One Digital Marketing, et a participé aux précédentes éditions de Paris Retail Week. Donc, si vous étiez là, il était là en tant que directeur de communication et des contenus, avant de prendre la direction de cet événement il y a 2 ans. Donc, passionné également de musique, n'est-ce pas Arnaud? Donc, j'espère que cela va peut-être lui servir pour orchestrer cette nouvelle version de Paris Retail Week qui est repensée, en tout cas pour ceux qui connaissent. L'événement a été, bon, en tout cas, ils ont essayé de rendre cet événement plus efficace. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir chaleureusement celui qui est derrière cet événement, Arnaud Gallet. Merci Acha. Est-ce que vous m'entendez? Merci beaucoup Acha. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Paris Retail Week. Je suis très heureux, très fier, au nom de toute l'équipe, de vous accueillir sur cette édition 2019 de la Paris Retail Week. Acha le mentionnait précédemment, vous êtes sur le plus grand événement, le plus grand salon européen dédié au commerce connecté et au retail, avec plus de 600 sociétés participantes, plus de 200 interventions. Donc on est vraiment un lieu de tendance et un lieu aussi où vous pourrez justement trouver les solutions par rapport à vos problématiques. C'est l'événement vraiment de l'année du commerce connecté, comme je vous le disais, mais c'est un événement qui a été repensé pour une nouvelle expérience, une expérience qui se veut plus efficace. C'est-à-dire qu'on a défini, comme le mentionnait Acha, 8 problématiques business qui vont être le socle de votre visite sur Paris Retail Week et qui vont rendre l'événement également plus lisible. Ces 8 problématiques business, vous les avez vues lorsque vous êtes enregistrés, vous avez déclaré quelles étaient vos problématiques. Et pour rendre l'événement plus lisible, on a thématisé chaque journée de Paris Retail Week autour de ces problématiques. Donc, on retrouve aujourd'hui en thématique principale les thématiques parcours client agile, utilisation data et nouveaux paiements. Demain, mercredi, on fera un focus spécifique sur innovation marketing, marketing B2B et marketplace. Et enfin, pour la dernière journée, le commerce omnicanal et logistique. Comme je vous le disais, vous avez tous déclaré normalement dans le cadre de votre enregistrement quelles étaient vos problématiques business. L'idée, c'est justement de vous apporter des solutions par rapport à ces problématiques. C'est pour ça qu'on vous a poussé un cours de visite personnalisé qui vous dit quelles sont les conférences plénières auxquelles vous devez absolument participer, quels sont les ateliers que vous devez suivre, les pitchs également, puisqu'on a, et c'est une nouveauté aussi, 2 zones de pitch sur l'événement, donc qui sont les Agora, où vous allez avoir les exposants qui, pendant 5 minutes, vont vous dire exactement ce qu'ils font, ce qui va rendre leur activité plus lisible pour vous, et les déjeuners thématiques également, qui sont sur inscription et qui sont thématisés en fonction des problématiques que je vous montrais sur la slide précédente.
Un événement plus efficace, un événement aussi plus lisible. On a voulu que cette année, ces problématiques business soient incarnées par ce qu'on a appelé des mentors, qui sont des professionnels connus et reconnus du secteur, qui incarnent ces problématiques. J'en profite pour les remercier vraiment chaleureusement, puisque ça a été un gros travail de collaboration avec eux pour monter cet événement cette année. Donc, ils ont participé justement à la définition du programme de conférences, notamment des plénières. Ils participent également au déjeuner thématique et ils ont été le jury des Paris Retail Awards qui auront lieu ce soir à 18 h dans cette même salle. Avant de passer la parole à David Mingeon d'Avas Paris, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais l'édition 2019 de Paris Retail Week est devenue beaucoup plus éco-responsable. On va le voir, ça fait partie des thématiques du moment. Les consommateurs s'attendent à ce que le retail et le e-commerce soient beaucoup plus éco-responsables. Et sur Paris Retail Week, on a l'habitude d'appliquer aussi à nous-mêmes ce que l'on prône. Je ne sais pas si vous avez vu en rentrant dans le salon, mais cette édition est beaucoup plus éco-responsable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 43% des stands de cette édition seront réutilisés. On économise 44 tonnes de moquettes. On a mis beaucoup moins de moquettes. Pour information, ces 4 tonnes normalement auraient été jetées après l'édition de Paris Retail Week. Et on utilise beaucoup d'éclairage LED et notamment aussi un écran LED dans cette salle, ce qui permet justement d'avoir une réduction et des économies d'énergie. Voilà, sans plus attendre, je passe la parole à David qui va nous présenter les tendances retail et commerce connectés du moment et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente Paris Retail Week 2019. Merci. Super. Merci Arnaud. Je reprends ceci. Je pense que le jingle c'était pour David, mais je voulais quand même introduire son sujet. Donc, place maintenant, mesdames et messieurs, au moment de vérité. Donc, David Mingeon, comme l'a présenté Arnaud, il est le directeur général adjoint de Havas Paris. Il dirige l'étude Shopper Observer depuis 4 ans. C'est une étude, pour ceux qui ne le savent pas, qui analyse les évolutions du comportement des consommateurs et des retailers en France, US et en Chine. Cette année, il nous présente la 4e édition du Shopper Observer. C'est une édition qui est particulièrement optimiste sur le renouveau du commerce physique et qui s'articule autour de 5 tendances. Donc la vision écologique des marques, Arnaud l'a souligné, on est plus éco-responsable cette année. Les nouvelles radicalités du commerce, le retour du test, l'IA au service du physique et du bêta au béton, mesdames et messieurs. David Mingeon. Alors bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Shopper Observer. Effectivement, une nouvelle édition qui a été écrite sous le signe de l'optimisme. Et on va parcourir ensemble 5 thématiques qui nous font dire qu'on arrive à un moment clé de l'histoire du retail, à un moment de rééquilibrage entre le retail physique et le retail digital. Et 5 nouvelles thématiques qui nous font dire nous sommes à un moment de vérité dans le commerce. Alors désormais, ce que l'on peut dire, c'est que les grands acteurs du digital ont gagné la bataille de la distribution en proposant des délais de livraison toujours plus courts et les prix parmi les plus attractifs. Alors je vous ai dit que j'allais être optimiste, vous allez voir, la suite est quand même très engageante. Donc au cours des prochaines années, naturellement, les acteurs issus du retail physique devront poursuivre l'optimisation de leur chaîne logistique pour rester dans la course, c'est naturel, mais le sujet n'est plus forcément de distribuer des produits, le challenge réside dans le fait d'engager les consommateurs et de valoriser le capital de marque. Alors chacun se réinvente, et puis comme après chaque grande crise, eh bien vient le temps de la réinvention, et cette réinvention, elle se fait plus innovante, plus surprenante, et on voit aujourd'hui un retail qui est en train de se reconstruire autour du consommateur, autour de lui et pour lui. 5 tendances que l'on va parcourir ensemble, la vision écologique des marques, les nouvelles radicalités du commerce, le retour du test, l'AI au service du physique et du bêta au béton.
La première tendance, on l'a baptisée « peu de déchets, beaucoup de profits » ou la vision écologique des marques. En réalité, on s'aperçoit qu'il y a une prise de conscience écologique à travers le monde qui impacte nos modes de consommation. Le respect de l'environnement devient un critère d'achat essentiel pour les consommateurs et le second hand est en plein essor. Et nous sommes entrés dans une ère dans laquelle les marques et les enseignes doivent adopter une posture qui est une posture schizophrène, c'est-à-dire à la fois faire du désir de moins et mieux consommer un levier de leur propre business. Et c'est là que réside le challenge. 2 chiffres pour commencer. 80% des Français ont le sentiment que le commerce génère trop de pollution et 74% des Français estiment que le respect de l'environnement est un critère d'achat essentiel. Les entreprises qui ne se montrent pas exemplaires se retrouvent très vite pointées du doigt, sous le feu des critiques, sous le feu des appels au boycott. En tout cas, une chose est certaine, c'est que les consommateurs sont unanimes sur le fait qu'il ne souhaitent plus de gaspillage. 94% des Français trouvent choquant de détruire des produits neufs et invendus, et 92% des Français trouvent choquant de jeter des produits alimentaires. Ils en appellent à une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de consommer qui est beaucoup plus respectueuse de l'environnement, avec des actions qui désormais se font beaucoup plus symboliques, des postures beaucoup plus symboliques. On peut notamment citer le mois de février sans supermarché, qui a pris énormément d'ampleur cette année. Et on peut également citer le mouvement du fly shaming, cette honte de prendre désormais l'avion parce que l'on pollue et que l'on souhaite respecter effectivement l'environnement et avoir une consommation plus responsable. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on se dirige progressivement vers un commerce qui va se faire zéro déchet ? Ce que l'on observe, c'est que le nombre de blogs, le nombre d'articles, le nombre de vidéos à ce sujet-là est complètement en train d'exploser. Amsterdam inaugure le premier supermarché sans plastique le 28 février 2018 dans un magasin Ecoplaza, et les militants, les activistes se font de plus en plus menaçants avec des premières plastic attacks que l'on voit apparaître en Angleterre, en Belgique et pour la première fois en France en juin 2018. La réduction des déchets est devenue un enjeu stratégique pour les marques. On a un consommateur sur 2 qui se dit prêt à se passer de tout produit contenant du plastique. 59% des Français se disent prêts à utiliser des magasins en vrac et donc amener systématiquement leurs contenants. Et puis 2019, c'est la naissance de la société Loop, la Startup Loop, la première plateforme e-commerce proposant des produits du quotidien dans des emballages consignés. Le second hand, lui, à la cote, on peut citer le succès de Vinted qui est entré pour la première fois en mai 2019 dans le classement de la FEVAD. Vinted rentre à la 12e place, ce qui est assez surprenant. Et puis on voit naître partout en France ce que l'on appelle des free truck parties. Ce sont des lieux d'échange où il n'y a plus d'argent qui circule. On vient échanger ici des produits entre particuliers. Et bien sûr, le succès des produits remarketés, des produits électroniques remarketés. Le second hand est complètement entré dans nos usages. On a un consommateur sur 2 français qui a déjà acheté des produits d'occasion au cours des 6 derniers mois. Alors on en parlera certainement dans les tables rondes qui vont suivre, puisque c'est un sujet qui sera certainement abordé. Et de plus en plus de retailers saisissent cette opportunité pour développer leur business, ce que l'on n'aurait jamais imaginé il y a encore 3 ans, si on avait, nous, encore des clients auxquels on leur proposait de venir installer des produits, on va dire, d'occasion. Tout de suite, on avait un refus. Aujourd'hui, c'est devenu presque naturel, et des grandes marques comme Ikea, comme Leclerc, testent des espaces dans lesquels on va remarketer les produits et on va les remettre à la vente. On peut citer également l'initiative de North Face qui a lancé une plateforme en juin 2018 qui s'appelle North Face Renewed, dans laquelle vous pouvez acheter les produits de la marque qui ont été rendus, soit parce qu'ils ont été endommagés, soit parce qu'ils ne convenaient pas. Plutôt que de les détruire, ils sont remis au goût du jour et repoussés auprès des consommateurs. Ce qui nous intéresse, nous, plus particulièrement dans cette tendance, c'est de voir naître un certain nombre d'acteurs qui ont mis la responsabilité écologique au cœur de leur ADN. Mettre la responsabilité écologique au cœur de son ADN, c'est accepter de faire du zéro émission de carbone et du zéro déchet. On peut citer 2 marques, une marque américaine qui s'appelle Reformation, qui est dans cette logique, et puis également la marque Veja, qui a lancé courant 2019 une première basket qui est conçue en grande partie à partir de déchets de l'industrie agroalimentaire, ce qui est assez surprenant et ce qui est assez intéressant.
Et c'est loin d'être un coup de com' parce qu'on voit aujourd'hui une transformation, une évolution, notamment de tous les produits qui sont des produits cuir vers des produits qui sont construits à partir de matières de déchets. Une chose est certaine, c'est qu'un nouveau style de vie est en train d'apparaître. Les citoyens aspirent à une vie dont l'impact sur la planète est la plus neutre possible. Et en réalité, c'est une formidable opportunité pour les retailers, car le désir de consommer, lui, paradoxalement, ne s'essouffle pas. 55% des Français pensent qu'il est toujours possible de continuer à consommer comme avant, sans que cela ne nuise à l'environnement. Donc on voit qu'il y a un potentiel business qui est en train de se créer autour de la vision écologique et des attentes écologiques des consommateurs. Les nouvelles radicalités du commerce. Alors on le sait, les consommateurs attendent de la simplicité, ils attendent une expérience d'achat toujours plus fluide, ils ont le désir de renouveau et d'étonnement, mais surtout, nous sommes face à des consommateurs qui ont des exigences toujours plus fortes et des consommateurs qui, désormais, refusent la demi-mesure. Désormais, les marques et les enseignes de distribution doivent faire plus que jamais des efforts et des choix tranchés, beaucoup plus radicaux, pour séduire ces consommateurs. Alors la consommation, les consommateurs ont un fort désir de changement et de renouveau. On a 70% des Français qui ont le sentiment que tous les magasins se ressemblent. Alors c'est vrai, les parcours sont devenus plus fluides, les espaces sont devenus plus expérientiels, les magasins plus petits, plus agiles, et toutes ces initiatives, finalement, sont devenues presque communes. Elles sont presque conventionnelles et plus suffisamment différenciantes pour séduire le consommateur. Alors pour éviter un retour à la monotonie, eh bien on voit un certain nombre d'acteurs qui décident de jouer le coup à fond. Une des premières formes de radicalité que l'on observe dans le commerce, elle est liée autour de la personnalisation. 38% des Français estiment que les produits qu'ils achètent ne sont pas suffisamment pensés pour eux. Donc c'est vrai que c'est la fin d'une consommation uniformisée aux quatre coins du monde. On peut citer comme exemple Neutrogena, qui, au CES 2019, a présenté un masque de soins qui serait produit à l'unité, à l'individu, notamment grâce à votre smartphone et à une imprimante 3D. On peut également citer une initiative comme celle de Zozo, qui a lancé une Zozo Suite. Donc c'est une combinaison qu'on peut voir ici, qui dispose de 350 points. Ces points permettent de faire des mesures sur votre corps, de telle manière à produire pour vous des produits qui soient uniques, à un prix qui soit un prix de masse. Alors cette initiative, elle s'est arrêtée pour des problèmes de rentabilité courant 2019, mais elle a donné des idées à de nombreuses marques qui suivent désormais cette trajectoire. L'autre forme de radicalité passe par l'élaboration de modèles qui sont construits autour de communautés beaucoup plus resserrées. On a 59% des Français qui aimeraient des magasins construits autour d'eux et autour de leur passion. Alors on voit apparaître là aussi des modèles beaucoup plus clivants, qui ne cherchent pas forcément à répondre au plus grand nombre, mais plutôt répondre à une clientèle plus exigeante et beaucoup plus réduite. L'exemple que je vous donne ici, c'est celui de Nike Melrose, qui se trouve dans le quartier West Hollywood de Los Angeles. Là, l'idée, c'est de répondre plus précisément possible aux besoins d'une communauté. En fait, ce magasin répond aux besoins du quartier, essentiellement aux besoins du quartier. Le principe, c'est de disposer des produits à l'intérieur qui seront à coup sûr appréciés par la communauté. Et cette information-là, on l'obtient naturellement grâce à la data, en analysant les datas de l'application Nike. Une autre forme de radicalité consiste aussi à défier les standards liés aux stéréotypes de genre. Ici, on est chez Fluid Project, un magasin qui se trouve à New York, qui se dit être le premier magasin non genré au monde, dans lequel, évidemment, il n'y a plus de vêtements pour les hommes ou plus de vêtements pour les femmes. Ce sont des vêtements qui sont pour tout le monde. Ces vêtements ne sont plus classés par taille non plus, parce que la taille est peut-être discriminante. Ils sont simplement classés par couleur, donc par rapport à l'émotion que vous pouvez avoir vis-à-vis des produits qui sont mis en vente. Alors c'est vrai que ce magasin se définit plutôt comme un espace entre le magasin et un espace communautaire militant, naturellement. Une autre forme de radicalité tourne autour de la transparence. On a 78% des Français qui ont le sentiment que les marques et les enseignes leur cachent des choses sur les produits qu'elles vendent. Et 83% des Français désirent avoir accès à l'ensemble des informations sur les produits qu'ils achètent. On voit donc apparaître des acteurs qui ont fait le choix de mettre la transparence au cœur de leurs promesses, une transparence qui se fait sur les prix, sur le mode de fabrication, qui peut se faire sur la réduction des intermédiaires ou l'intégration des communautés au processus de fabrication.
Des marques comme Everland qui signent Ethical Factories Radical Transparency, donc complètement dans cette démarche-là, mais aussi des marques françaises comme Maison Standard ou Joule Engine qui n'hésitent plus à ouvrir leurs portes, qui laissent de manière extrêmement transparente le consommateur identifier quelles sont les marges qui sont faites, quels sont les produits des matières premières, où se fait la marge et pourquoi est-ce que l'on vend un produit à ce prix-là, notamment pour rémunérer les forces de vente qui y travaillent. Enfin, la radicalité, elle passe par la création de nouveaux modèles qui cassent absolument les codes que l'on connaissait jusqu'à présent. On a 66% des Français qui souhaitent des magasins dont l'offre change plus régulièrement et 22% des Français qui sont prêts à se rendre dans des magasins où l'on ne trouve plus aucun produit. Et bien finalement, cette dernière forme de magasin, elle est en train de se développer plutôt assez rapidement. Ce sont des magasins qui sont construits comme des pages publicitaires. On appelle ça Shop as a New Ad. Et on peut citer des marques comme House of Vans, Hermès, Coach ou Dolce & Gabbana, des magasins dans lesquels on n'y vient pas pour acheter forcément un produit, on y vient pour y prendre l'esprit de la marque et l'achat se fera plus tard, naturellement. Alors finalement, ce que l'on peut dire, c'est que ces radicalités, elles démontrent l'importance de repenser le commerce, toujours au prisme de l'étonnement et de l'utilité, mais aussi la radicalité, c'est un moyen de rendre beaucoup plus clair les engagements que les marques prennent auprès des consommateurs. La troisième tendance dont on va parler est celle du retour du test. Alors, dans une époque où il faut redonner des raisons de choisir le magasin physique, le test, finalement, redevient quelque chose d'extrêmement moderne, rappelant qu'après tout, le magasin constitue un lieu naturel pour pouvoir expérimenter les objets avant de les acheter. Souvent, on voit que ce test est réinventé autour de la technologie et donc il devient une part importante de l'expérience magasin, mais c'est aussi un moment de vérité, notamment pour tous les déçus du digital. Et le test redevient une forme de contrat de confiance pour beaucoup de consommateurs. On observe un vrai besoin de retrouver un contact avec les objets. On a 82% des Français qui estiment qu'un de leurs vrais plaisirs dans le shopping est de pouvoir toucher les produits et de les essayer. 81% des Français ont toujours la crainte que les produits commandés en ligne ne soient pas conformes à leurs attentes. Le test, c'est aussi une réponse à la frustration digitale. On a 74% des Français qui se disent frustrés lors d'un achat en ligne de ne pas pouvoir avoir un contact avec les objets qu'ils achètent. Et donc un certain nombre d'acteurs, un certain nombre de marques remettent la fonction du test au cœur du magasin. On peut citer la marque Dyson qui a lancé un concept qui s'appelle les Demo Stores. Alors vous avez dû en entendre parler récemment puisque le premier magasin Demo Store Dyson a ouvert la semaine dernière à Paris. Mais ce concept est né en 2016 et est en train de se développer à travers le monde. Alors le principe de ces magasins-là, c'est de permettre aux consommateurs de tester tout. Tester tout, ça veut dire pouvoir tester les sèche-cheveux, pouvoir aspirer jusqu'à 64 types de poussières différentes avec les aspirateurs Dyson, mais c'est aussi être capable de respirer l'air le plus pur du quartier, notamment grâce aux purificateurs d'air Dyson qui sont mis à l'intérieur du magasin. Le test prend aussi des formes beaucoup plus étonnantes, notamment chez Muji, qui a ouvert en mars 2019 un hôtel au-dessus de son flagship de Ginza, un hôtel dans lequel les consommateurs peuvent tester les produits qui sont vendus par la marque. Alors cette idée a été reprise, ou en tout cas a germé au même moment chez Maison du Monde, puisque Maison du Monde, un mois plus tard, a ouvert également un hôtel pour permettre à ses consommateurs de tester les produits de la marque. On peut citer Casper avec sa fameuse Dreamery. Donc, la Dreamery, c'est un ensemble d'espaces sur lequel que vous pouvez louer, un petit espace que vous pouvez louer pour 25 $ et passer 45 minutes à faire une sieste sur le matelas de la marque, donc sans forcément acheter le produit. C'est un lieu de destination pour aller faire une sieste sur les matelas de la marque, ce qui est assez intéressant. Et le test prend aussi des formes plus technologiques. Aussi très étonnante, notamment Alibaba nous propose d'installer dans ses centres commerciaux à Hangzhou, dans deux malls, ils ont installé des miroirs connectés dans les toilettes des dames, leur permettant de pouvoir tester du make-up et de faire des achats directement en ligne à partir de ces miroirs. Et puis au-delà du test, on voit se développer l'envie de tester in situ, de pouvoir tester à la maison. On a 63% des Français qui estiment que l'on devrait toujours pouvoir ramener les produits chez soi pour les tester avant de les acheter. Quelque part, c'est une promesse de VPCiste. Alors on pourrait se dire, c'est pas tout à fait nouveau ça, mais en réalité, ça devient extrêmement moderne,
de pouvoir proposer aux consommateurs de ramener les produits chez soi, de les tester quelques jours et de les acheter s'il est satisfait. C'est notamment la trajectoire qu'a suivi Decathlon, notamment en France, en proposant dans un certain nombre de ses magasins de pouvoir tester les produits de la marque durant 7 jours et de les garder, de les conserver et de les payer, ou alors de les ramener en magasin. Donc pour conclure, ce que l'on peut dire sur cette tendance liée au test, c'est que le test est redevenu un puissant moyen de redonner aux consommateurs le plaisir de faire des courses en magasin physique. Il répond à des attentes qui sont extrêmement actuelles, autour d'une consommation beaucoup plus raisonnée, d'une consommation plus utile. Acheter quelque chose, finalement, fait vraiment plaisir parce qu'on l'a testé. Et d'une manière assez surprenante, il redonne de la modernité au magasin physique. La quatrième tendance que l'on va aborder est celle de l'intelligence artificielle. L'AI serait-elle la nouvelle planche de salut des retailers physiques? En tout cas, on voit qu'un certain nombre d'acteurs envisagent de remplacer l'humain dans de nombreuses fonctions telles que l'accueil, le conseil, le coaching personnel et même la vente. Et d'autres sont prêts à aller plus loin, c'est-à-dire déléguer des fonctions qui sont encore plus essentielles à l'entreprise. C'est des fonctions de création ou c'est des fonctions de conception. Et puis côté consommateur, on a voulu savoir jusqu'où le consommateur était prêt à se faire aider par une intelligence artificielle. On verra qu'il est prêt à se faire aider, bien sûr, par une intelligence artificielle, notamment pour de la recommandation, mais aussi pour de la délégation d'achat. Et dans l'étude, on a voulu savoir quelle était la juste place de l'intelligence artificielle entre le retailer et le consommateur. Ce que l'on peut dire, c'est que la course à l'intelligence artificielle, elle est lancée. Il y a un rapport qui a été livré par l'Organisation mondiale de la propriété industrielle en janvier 2019. Et ce rapport montre qu'il y a eu 170 000 brevets qui ont été déposés dans le domaine de l'AI en 5 ans. Ce sont des brevets qui ont été déposés majoritairement par des entreprises américaines comme IBM, comme Microsoft ou comme Google, mais également par des entreprises chinoises comme Baidu, Alibaba, Tencent ou Xiaomi. Donc en fait, on a ces deux gros acteurs, on voit qu'on a deux plaques qui aujourd'hui sont en train de mener le combat de l'AI. La logistique, c'est certainement le domaine dans lequel l'AI est devenue indispensable. L'AI, c'est devenu le nouveau cerveau de la logistique. Amazon, JD.com, Alibaba sont sans doute les acteurs les plus avancés en termes d'intelligence artificielle. La prévision des ventes, la répartition des stocks, la stratégie de shipping, l'anticipation des temps de trajet à l'individu. Bref, les algorithmes tournent à plein régime avec un seul objectif, c'est vous permettre d'obtenir vos produits le plus rapidement possible. Et on voit que les délais aujourd'hui sont toujours en train de se compresser, notamment avec des promesses aujourd'hui qui sont inférieures à la demi-heure quand on est en Chine. Quant à Walmart, qui est le deuxième distributeur mondial, il a fait le choix en juin 2018 de nouer un partenariat stratégique avec Microsoft. Et en avril 2019, il lance à New York le premier magasin augmenté par une intelligence artificielle qui s'appelle Intelligence Retail Lab. L'intelligence artificielle, elle est là pour apporter un confort aux consommateurs, contrairement aux autres formes qui sont plus logistiques, qui sont dans la rapidité ou la convenience. La relation client, c'est l'autre domaine dans lequel l'intelligence artificielle est en train de se déployer. On a voulu mettre en avant une start-up qui s'appelle 20 Billion Neurons, qui est une start-up allemande, qui a mis au point le premier avatar couplé à une intelligence artificielle capable d'interagir avec l'homme en langage naturel, c'est-à-dire comme nous, là, quand on est en train de discuter. Mais cette intelligence artificielle, elle est capable de comprendre les messages non verbaux. Quand on sait que quand on parle entre nous, on n'a que 30% de messages qui sont verbaux, 70% des autres messages émis sont non verbaux, l'intelligence artificielle est capable d'analyser les mouvements du corps, les postures et les micro-mouvements du visage, par exemple, pour comprendre exactement ce que souhaite le consommateur. Et c'est assez surprenant et assez bluffant quand on le teste, parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir une personne physique en face de soi. On peut imaginer que demain, naturellement, cette forme d'intelligence artificielle puisse être mise en magasin pour pouvoir apporter des conseils. Et puis, l'autre forme qui est beaucoup plus ultime, qui est celle de déléguer à l'intelligence artificielle une capacité de création ou d'innovation. Il y a Coca-Cola l'aurait fait, notamment pour mettre au point le Sprite Cherry, notamment en pluguant une intelligence artificielle qui a fait une analyse de l'ensemble des données des 500 produits de la marque dans plus de 200 pays. Donc, ce qui était humainement impossible à faire, l'intelligence artificielle l'a fait et a fait la proposition de lancer ce soda. Et le consommateur dans tout ça, eh bien, le consommateur, il est majoritairement prêt à se faire aider par une intelligence artificielle. On a 57% des Français qui se disent prêts à utiliser une AI
pour commander automatiquement des produits du quotidien qui viendraient à manquer. Et on a 43% des Français qui se disent prêts à utiliser une intelligence artificielle automatiquement pour pouvoir disposer de produits qu'ils pourraient aimer, mais qu'ils ne connaissent pas encore. Et là, il y a un vrai gap, c'est-à-dire qu'on est prêt à demander à l'intelligence artificielle de choisir pour soi des produits qu'on ne connaît pas. On a voulu jouer un match entre l'intelligence artificielle et l'humain. Alors, on est très heureux parce que l'humain arrive en tête dans la majorité des cas. Gérer un problème, on préfère avoir quelqu'un en face de soi en chair et en os. Obtenir un conseil de la même manière. Obtenir un avis objectif, l'humain reste en tête. Le seul domaine dans lequel l'intelligence artificielle passe devant l'humain, c'est dans sa capacité à pouvoir faire découvrir de nouvelles offres et à étendre le choix des possibles. Alors, il y a un autre cas dans lequel l'intelligence artificielle passe devant l'humain. Ça, c'est pour l'anecdote, ça fait partie de la petite histoire, parce que j'ai des gens dans mon équipe qui posent des questions un peu bizarres. 68% des consommateurs préféreraient interagir avec une intelligence artificielle plutôt que de devoir affaire à un vendeur qui serait trop insistant dans un magasin. Voilà, à garder en tête si on a les forces de vente. Et puis, il semblerait que la seule limite à l'intelligence artificielle soit celle de la confiance et de l'indépendance. On a 64% des Français qui estiment que l'intelligence artificielle permettra aux distributeurs de mieux comprendre leurs besoins, mais 69% des Français estiment que l'intelligence artificielle donnera aux distributeurs un pouvoir d'influence trop important. D'ailleurs, le développement rapide de l'intelligence artificielle pose un certain nombre de problèmes, un certain nombre de sujets. Celui de l'indépendance de l'intelligence artificielle. Est-ce que je suis face à une intelligence artificielle qui est indépendante dans ses propositions? Celui de la dictature de la data. Je n'ai pas forcément envie, systématiquement, d'avoir des recommandations qui soient liées aux produits que j'ai pu acheter préalablement. Celui du libre arbitre. Est-ce que je choisis réellement le produit? Est-ce que je suis libre dans mon choix? Est-ce que j'en suis conscient ou pas? Et puis, celui d'être capable de pouvoir découvrir des choses, d'être étonné. Quand vous utilisez une intelligence artificielle, naturellement, elle vous amène dans un tunnel. Et au final, on a des produits qui sont quasiment des clones de ce que l'on a commencé à consommer. Et on n'a plus cette capacité à pouvoir être étonné. Alors, toutes ces questions, elles ont été portées au Parlement européen en janvier 2019. Et un premier rapport pointe du doigt, de manière assez forte, les risques pour le citoyen. Je vais vous citer la phrase parce qu'elle est assez éloquente. Les pouvoirs combinés de l'intelligence artificielle et des mégadonnées peuvent limiter les options des utilisateurs, influencer leur opinion et les inciter à faire des choix qui ne servent pas leurs intérêts. Donc, ce sujet a été saisi. Il est également saisi aux États-Unis par des sénateurs qui aujourd'hui portent le débat auprès du public. Et on peut imaginer que forcément, pour toutes ces raisons, il va y avoir une réglementation qui va se mettre en place dans les mois à venir, notamment avec un encadrement qui sera certainement beaucoup plus strict de l'usage de l'intelligence artificielle. La dernière tendance dont je vais vous parler est celle du bêta au béton. Alors, il semblerait que le retail physique reprenne des couleurs. Les rideaux baissés ouvrent à nouveau et les cœurs des grandes villes voient naître de nouvelles enseignes. Cependant, la redynamisation du retail physique, notamment dans ses formes qui sont les plus originales, proviennent ou s'inspirent souvent d'acteurs qui ont eu une préexistence digitale. Leur approche, elle est décomplexée, ils ont bien sûr la jeunesse pour eux, le souci de l'UX, et ça donne naissance à des formats qui sont assez surprenants, qui sont des modèles très inspirants, notamment pour les retailers qui sont en quête de renouveau. Et on a voulu se poser la question de savoir si cette préexistence digitale était aujourd'hui un facteur clé de succès dans le retail physique. Une chose est certaine, et ce qui nous a étonnés, c'est que les magasins physiques ont toujours la cote, ils sont toujours aussi désirables pour les retailers, malgré les difficultés qu'on a pu rencontrer ou qu'ont pu rencontrer un certain nombre de chaînes de magasins comme Toys R Us, la faillite de Sears, la recherche de compétitivité qu'a Auchan aujourd'hui ou de la recherche de compétitivité de Carrefour. Eh bien, les magasins physiques ne perdent pas du tout de leur attrait. D'ailleurs, on peut citer les annonces faites par Amazon sur l'ouverture, le souhait d'ouvrir plus de 3000 magasins Amazon Go à travers le monde. Zalando qui ouvre son premier magasin physique, mais aussi l'arrivée d'Alibaba dans le terrain du physique avec son premier magasin qu'il a ouvert à Madrid en août 2019, donc il y a à peine quelques semaines. Les magasins physiques sont loin d'avoir dit leur dernier mot. 72% des Français ne voudraient pas voir disparaître les magasins physiques et 69% des Français ont envie que les marques présentes uniquement sur Internet
ouvrent des points de vente physiques. Alors cet indicateur-là, ce dernier indicateur, c'est un indicateur qu'on suit d'année en année. Et là, on a une progression. Donc de plus en plus, les consommateurs souhaitent que le digital prenne racine dans les magasins physiques. Là aussi, on a voulu jouer un match entre le magasin physique tout à fait traditionnel et le site internet. Alors le digital, il arrive en tête cette fois-ci dans de nombreux cas. La rapidité d'accès à l'offre, c'est plutôt surprenant parce qu'on pourrait imaginer que se déplacer dans un magasin, finalement, on a le produit directement pour soi. Bien non. Pour les consommateurs, le digital permet un accès à l'offre beaucoup plus rapide. Ça s'explique aussi parce que tout de suite, on a les produits disponibles en visu, mais surtout parce que les délais de livraison se sont comprimés d'une manière extrême et qu'aujourd'hui, c'est très facile de pouvoir obtenir un produit quasiment dans l'heure. Le digital arrive aussi dans sa capacité à élargir le choix, à faire découvrir des choses nouvelles, mais surtout, il arrive en tête pour le prix. C'est pour ça que je vous disais en introduction que les retailers du digital ont gagné la bataille du prix et du choix. C'est fait. En revanche, le magasin physique garde, lui, des atouts incomparables, notamment pour permettre de générer de la confiance. Il garde des atouts incomparables lorsqu'il s'agit de créer une relation unique avec la marque. Et puis, il s'agit aussi d'espaces dans lesquels on a un vrai plaisir d'aller faire du shopping, contrairement à ce dont je vous parlais tout à l'heure, autour de la frustration digitale. Là, quand on est dans un magasin physique, quand on se déplace dans du physique, c'est qu'on y attend une expérience de consommation qui fait du bien. Les marques digitales natives, elles, sont considérées par le consommateur comme beaucoup plus innovantes. On a 69% des Français qui ont le sentiment que les marques digitales réinventent le retail physique. Alors c'est vrai qu'au-delà de la nouveauté, parce que ces marques, elles sont nouvelles quand on les voit arriver dans notre environnement, les marques digitales natives, elles importent en magasin une certaine forme d'obsession technologique. C'est le cas chez Amazon Go, on n'a plus de caisse, il y a des sensors à peu près partout qui vous analysent et vous permettent de sortir sans avoir à payer. C'est le cas chez Amazon 4-Star, où la recommandation est faite qu'à travers les recommandations digitales. C'est aussi le cas chez Emma, notamment dans les 65 nouveaux magasins d'Alibaba, où le concept a été fondé sur ce qu'ils appellent le New Retail, donc une stratégie de New Retail. C'est un concept fondé sur une hyper-technologie au service, on dit de la convenience, en tout cas au service de la simplification du consommateur. Désormais, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte de ça, mais on fabrique et on construit des magasins comme on fabrique des sites internet, notamment en y important des fonctionnalités qui, jusqu'à présent, étaient réservées au digital. Dans les magasins aujourd'hui, on peut bien sûr simuler et configurer. Vous avez ici l'exemple d'une start-up française qui s'appelle Smart Pixel, qui permet de configurer live des produits qui sont en volume, c'est-à-dire des produits qui sont réels. Mais vous avez aussi des stratégies qui permettent de faire de la simulation, notamment Nordstrom qui a mis en place un avatar qui a taille humaine, grand comme moi, sur lequel vous faites varier les différents vêtements disponibles, de telle manière à éviter aux consommateurs de se déplacer dans une cabine d'essayage. Et puis, on a des magasins, désormais, où l'environnement change en temps réel autour du consommateur et en fonction des mouvements du consommateur, de ses souhaits, des produits qu'il touche. Là aussi, c'est une start-up qui s'appelle Pick & Watch. Si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est une start-up canadienne. Et le principe, c'est que vous avez là aussi des sensors qui analysent les produits qui sont regardés ou les produits qui sont touchés par le consommateur et qui vont pousser des informations complémentaires ou des informations différentes pour l'amener à faire le meilleur choix produit. Et puis, ce qui n'existait pas auparavant, c'est que désormais, dans les magasins physiques, il est possible d'obtenir des analytics extrêmement riches et extrêmement précises, notamment identifier les zones chaudes, être capable de calculer le temps passé par un individu devant un produit. C'est exactement comme si on comparait un temps de session sur Internet. Et puis, également d'imaginer et de comprendre l'ensemble de son parcours dans le point de vente. Et là aussi, c'est exactement ce que l'on analyse dans le parcours d'achat, notamment dans les tunnels de conversion, lorsqu'on est sur du digital. Pour toutes ces raisons, on a un certain nombre d'acteurs du digital qui investissent le physique comme laboratoire. Je vais citer Cheryl Kaplan, qui est la fondatrice de MGMI, qui a ouvert ses premiers magasins physiques. On est dans de la vente de chaussures. Et elle dit, avant toute chose, le principal avantage de l'ouverture de magasins physiques est de nous permettre de recueillir des données sur nos clients. Ces magasins physiques, pour ces marques digitales, sont devenus des laboratoires pour mieux comprendre le comportement des clients. Bref,
Le retail physique séduit, on en redécouvre les avantages. En tout cas, les marques digitales natives, avec leurs idées et leurs concepts nouveaux, font souffler sur les magasins un renouveau, des espaces beaucoup plus expérientiels, un vent de modernité. Et à coup sûr, leur confrontation qu'elles ont avec des clients en chair et en os vont sans doute transformer le regard qu'elles vont porter sur le consommateur dans les mois ou les années qui viennent. Pour conclure sur cette étude, ce que l'on peut dire, c'est que le retail physique est en train de reprendre des couleurs, doucement, mais sûrement. C'est pour ça qu'on a dit qu'on était sur une version très optimiste de cette étude. Il renaît de ses forces et de ses atouts. Aujourd'hui, il a toute la confiance des consommateurs. Et on voit que la combinaison digitale-physique dont on parle depuis maintenant quelques années, elle devient plus que jamais essentielle pour le consommateur, à condition que le retail qu'on lui propose soit plus engagé, plus éco-responsable, plus intelligent et surtout plus radical dans ses propositions. Je vous remercie. Merci David. Reste avec moi. Je ne sais pas si vous avez des questions pour David. Tant qu'il est là, il y a des micros, il y a des hôtesses. Ne soyez pas timides, on est entre nous. Donc si vous avez des questions, sinon de toute façon, David, tu ne t'en vas pas tout de suite. Je reste encore là. Donc voilà, donc si vous avez des questions après la plénière, n'hésitez pas, il sera dans les parages. Merci beaucoup David. Merci. Donc, dans notre prochaine session, donc, les retailers face aux nouvelles attentes des consommateurs, donc place au moment de vérité entre les retailers et les consommateurs. Ce sera en rebond aux tendances présentées dans l'étude que vous avez vue avec David il y a quelques instants. Donc, cette discussion sera animée par une monomaniaque du web qui a lancé le magazine e-commerce il y a 14 ans. Elle a commencé sa carrière dans le marketing chez Tropicana avant de retourner sur les bancs de l'école, plus précisément à la CFPJ pour devenir journaliste économique. Et son actu, le lancement de la nouvelle formule d'e-commerce magazine, le média du retail connecté, qui décrypte le meilleur des deux mondes entre commerce physique et digital. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène Martine Fuchsa. Bonjour Martine. Bonjour à tous. Martine, je vais te laisser la place et tu vas accueillir sur scène tes intervenants. Merci beaucoup. Alors effectivement, on a eu cette présentation passionnante des grandes tendances du retail à suivre. Et donc on va essayer maintenant de faire un exercice d'incarner le propos avec le témoignage de 4 grands retailers que j'appelle à me rejoindre. Alors j'ai cité David Giraudot, directeur général de la Micaline, qui nous rejoint peut-être sous vos applaudissements. David, je vous en prie, prenez place. J'appelle Antoine Joutot, CEO du Bon Coin, à nous rejoindre sous vos applaudissements. Antoine, bienvenue. J'appelle Emery Jacquia, PDG de la Camif, à nous rejoindre. Emery, bienvenue. Et j'appelle Uriel Carsanti, founder et CEO de Maison Standard, à nous rejoindre également et qui va prendre place à nos côtés. Bonjour à tous. Bienvenue. Donc, vous avez vu cette présentation, les 5 grandes tendances qui animent les consommateurs aujourd'hui. Alors, l'objectif de cette table ronde, ça va être simplement de recueillir votre témoignage en rebond à ces 5 tendances. Mais avant de commencer cet exercice d'incarnation un petit peu des propos, je vous propose de vous présenter chacun d'entre vous. Alors, on va peut-être commencer par vous. Un petit mot, votre entreprise et votre fonction. Bonjour à tous, je m'appelle Uriel Carsanti. J'ai fondé Maison Standard il y a 7 ans, en 2013. Par pure transparence, aujourd'hui, je préfère expliquer que je suis ici en mon nom, au nom de mon expérience chez Maison Standard. Je suis toujours actionnaire de l'entreprise, dont je suis très fier. J'ai quitté le terrain opérationnel et je me dédie aujourd'hui à de nouveaux projets. Ça fait 7 ans que j'ai monté un modèle économique nouveau, après avoir dirigé les maisons dans la mode sur un constat qui va rejoindre beaucoup de nos problématiques sur l'écologie, sur le gâchis notamment et sur le nouveau retail. D'accord, très bien. Emery Jacquia. Bonjour, moi je suis un entrepreneur, j'ai créé Mattelsom en 95. Mattelsom vend de la literie sur internet
Et il y a 10 ans, j'ai relancé la Camif sur un modèle purement digital et durable. Antoine Joutot. Bonjour, je suis Antoine Joutot, donc j'ai rejoint Le Bon Coin il y a une dizaine d'années, quand on était 5 personnes. Aujourd'hui, on est 1000 personnes, on a beaucoup grossi, d'ailleurs moi aussi. Aujourd'hui, Le Bon Coin, c'est la première machine à recycler de France, avec 28 millions de Français qui l'utilisent tous les mois. Voilà. Et David Giraudot. Bonjour, moi je suis boulanger en fait. Je suis à la fois industriel de la boulangerie et développeur d'un réseau de boulangeries sur le territoire national, pas beaucoup à Paris, beaucoup en province. On a 240 points de vente, avec une particularité, c'est qu'à 95% ce sont des franchisés. Donc je dis souvent notre métier, c'est d'apprendre les gens à entreprendre. Donc c'est un métier plutôt sympa. Voilà, on a 35 ans en 2020, donc une boîte du XXe siècle, quoi. D'accord, vous êtes le représentant de l'alimentaire dans ce panel de grands retailers. Alors on va attaquer tout de suite par la première vision dont nous a parlé l'étude de David Mingeon à l'étude Havas, la vision écologique des marques. Alors on assiste à cette prise de conscience mondiale, les consommateurs peuvent aller jusqu'à boycotter des marques polluantes. Quelles sont vos positions, vous, sur le sujet écologique dans vos organisations? Comment vous vous adaptez à cette nouvelle donne? Emery, peut-être pour commencer, je sais que c'est votre ADN. Quand on a relancé la Camif en 2009, on a fait le choix de recentrer l'offre sur l'équipement de la maison sur Internet, mais avec un parti pris très fort sur la qualité des produits, sur la fabrication française et sur le développement durable. Et une des premières innovations qu'on a lancées sur camif.fr, c'est de redonner le pouvoir aux consommateurs de choisir un produit en fonction de critères géographiques, en fonction de critères sociaux et environnementaux. Aujourd'hui, on peut rechercher, si vous cherchez une table, une chaise, un canapé, de la literie, vous pouvez rechercher par pays, par région, par département. Et puis vous pouvez aussi rechercher par des critères environnementaux, sur des labels, etc. Donc moi je crois au pouvoir du consommateur et je crois aujourd'hui à la force de la transparence. Donc, ça a été dit dans l'étude, on va assez loin sur la transparence puisqu'on affiche non seulement l'origine de fabrication, on peut visiter l'usine avec des vidéos, des coulisses de la fabrication. On peut savoir combien d'emplois on soutient avec sa carte bleue, parce qu'aujourd'hui, le consommateur, il s'inscrit dans cette tendance de consommer moins, mais de consommer mieux. Donc nos clients aujourd'hui, ce n'est pas forcément que des anciens de la Camif. On a 3/4 de clients qui sont des nouveaux consommateurs, justement en quête de sens, qui veulent tout savoir sur le produit, d'où ça vient, comment c'est fabriqué, par qui c'est fabriqué, ce qu'on leur donne sur le site de la Camif. On va jusqu'à afficher la transparence sur l'origine des principaux composants du produit, combien de kilomètres ils font pour aller jusqu'à l'usine, et puis également la répartition du prix. Et vous faites ça parce qu'on vous l'a demandé, ou vous faites ça par conviction, ou les deux? On fait ça parce qu'on pense que l'information qu'on donne aux consommateurs, c'est le moyen qu'on donne aux citoyens de s'engager dans une consommation vraiment responsable. Ça correspond au modèle d'entreprise qu'on défend. On a été jusqu'à définir une mission qui est inscrite aujourd'hui depuis 2017 dans nos statuts. Notre mission à la Camif, c'est de proposer des produits et des services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète et de mobiliser tout notre écosystème pour imaginer des nouveaux modèles de consommation, de production, parce qu'on pense comme beaucoup de citoyens au fond qu'on est arrivé au bout d'un modèle et qu'il y a toute une nouvelle économie à réinventer, une économie plus locale, plus circulaire, plus inclusive, et c'est ce sur quoi la Camif est engagée dans son domaine, dans l'équipement de la maison. D'accord, avec qui va jusqu'à avoir ce statut d'entreprise à mission, en tout cas de le viser. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que c'est que ce statut? L'entreprise à mission, c'est une entreprise qui met au cœur de son modèle des enjeux sociaux et environnementaux. Notre conviction, c'est qu'aujourd'hui, l'entreprise est sans doute le plus puissant levier de transformation qu'on a pour accélérer cette transition vers une économie soutenable et un monde qui l'est, et que c'est donc aux entreprises de s'engager. Et pour ça, l'entreprise peut se doter aujourd'hui d'une raison d'être, d'une mission. Elle traduit cette mission en engagement, et c'est une façon de transformer en profondeur nos organisations pour qu'elles soient vraiment et véritablement utiles pour la société. Ma conviction, c'est que les entreprises du XXIe siècle, c'est celles qui seront prouvées aux consommateurs leur utilité pour la société. Et c'est de là qu'elles tireront, parce qu'elles ont un bénéfice
sociales ou environnementales, c'est de là qu'elles tireront leur profit économique. Mhm. Donc ça, c'est un mouvement qui est né partout dans le monde, mais qui est aujourd'hui accéléré en France par notamment la loi Pacte, qui est sortie, qui donne la possibilité aux entreprises de se doter d'une raison d'être. Il y a et quelques d'aller- pionniers, dont vous, dont la Maïf, dont Danone, voilà, qui sont Ouais. ces... Et de plus en plus d'entrepreneurs ont compris qu'il y avait un lien direct entre performance sociale et environnementale et performance économique. Parce que demain, pour attirer les meilleurs talents, il va falloir que l'entreprise elle fasse du sens. Parce que demain, pour retenir les meilleurs consommateurs, les consommateurs, ils iront choisir des entreprises qui sont véritablement utiles pour la société. Mhm. Alors ça nous invite à transformer en profondeur nos pratiques, notre supply chain, notre offre produit. Nous, il y a 3 ans, on a lancé un projet qui s'appelle Camif Édition, qui sont des produits co-créés avec des consommateurs, mais aussi avec des experts d'économie circulaire, des designers et des fabricants français, Mhm. avec l'objectif de concevoir des produits utiles pour la société, utiles pour le consommateur, avec des fonctionnalités intéressantes, mais utiles pour la société parce que quand vous allez utiliser votre carte bleue, vous allez vraiment impacter positivement l'économie locale, soutenir des emplois et des produits qui sont qui utilisent moins de ressources et qui sont pensés en matière d'éco-conception pour avoir le meilleur impact positif ou le moindre impact positif, sur l'environnement. Antoine Joutot, vous pouvez peut-être rebondir sur cette vision écologique. Effectivement, je crois que c'est un petit peu l'ADN du Bon Coin aussi, d'être dans une économie circulaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi vous incarnez ce mouvement ? Ah oui, l'essor du Bon Coin, bon, déjà la consommation d'occasion, c'est vieux comme le monde. Hein. Ce qu'a fait le Bon Coin depuis une dizaine d'années, c'est de rassembler l'offre à un endroit. Et quand on a interrogé nos utilisateurs il y a quelques années en disant mais alors pourquoi vous utilisez la plateforme, etc. Bon, évidemment, ils mettaient une raison de pouvoir d'achat en premier lieu, et ça c'est normal, hein, parce que une plateforme comme le Bon Coin, ça permet de générer 430 € par an. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça des revenus. J'appellerais ça une moins-value. Dès que je dis revenus, on pense taxes, vous voyez, impôts. Donc je vais changer dans mon je vois bien. vocabulaire. On va dire qu'ils ont récupéré 430 € sur leur investissement initial. Donc c'est le pouvoir d'achat. Et puis ensuite, il y avait d'autres raisons de praticité, etc. Et là, depuis 4-5 ans, il y a une raison qui était la 6e et qui passait la 2e, c'est la raison de mieux consommer. Et cette raison-là, elle a... Deuxième après le prix, c'est ça, hein ? Deuxième après le prix. Mhm. Donc d'avoir une consommation plus raisonnée, la volonté de ne pas jeter, d'être utile aussi à quelqu'un d'autre, parce que c'est une plateforme quand même d'abord qui est utilisée par tout le monde, mais qui en plus poussait une rencontre dans la plupart des cas. Maintenant ça a changé, on avait aussi des moyens de paiement et de livraison, mais donc, il y avait aussi une histoire de territoire, de rencontre, d'échange d'expérience pour des objets de quelques euros. Voilà. Donc ça c'est vraiment venu s'ancrer dans l'usage quotidien des Français. Et puis ensuite on a essayé de le chiffrer, en disant puisque c'est la deuxième raison, quel peut être l'impact finalement sur l'économie réelle, et puis essayer de le comprendre. La première chose, c'est qu'on a chiffré le nombre de transactions, donc c'est 100 millions de transactions sur le Bon Coin par an. 100 millions de transactions, et une partie d'entre elles se substitue à l'achat neuf, et que l'estimation de l'impact sur le CO2, on parle de 8 millions de tonnes de CO2. Alors 8 millions de tonnes de CO2, ça ne vous parle pas tellement. Ça représente quoi, 8 millions de tonnes de CO2 ? Ça représente 2 ans et demi de Paris sans transport et sans voiture, surtout qu'aujourd'hui c'est une journée un peu particulière, alors vous imaginez. Voilà, c'est ça que les Français font. Donc aujourd'hui, ils sont vraiment acteurs de la transition écologique, ils sont un peu méconnus de ça, c'est un peu les héros déjà, et ils ont commencé il y a 13 ans. D'accord, très bien. On voit l'impact concret en fait sur l'environnement. Peut-être l'amie Kaline, comment vous intégrez cette dimension écologique, vous ? Est-ce que vos franchisés, est-ce que vos consommateurs vous poussent dans ces retranchements-là ? Alors, il y a plusieurs choses, effectivement. Donc, on a eu la chance d'être né dans un peu dans la Silicon Valley de l'alimentaire. Pour certains qui connaissent la Vendée, la Bretagne, on a la chance d'avoir des producteurs autour de nous d'à peu près toutes les matières premières, pas le chocolat, mais un certain nombre de matières premières. Donc, dès la naissance de notre groupe, en fait, on s'est adressé naturellement aux gens autour de nous. Et on a fait un peu de l'économie circulaire sans le savoir. Hein. Tous ces mots-là n'existaient pas, mais on le pratiquait. Ça, c'est le premier élément.
par rapport à ce qui était dit tout à l'heure, c'est vrai que la responsabilité des entreprises aujourd'hui, les entreprises en France, c'est 20% à peu près de la consommation du carbone au total. Donc c'est le troisième acteur ou le deuxième derrière les énergies fossiles quand même. Donc on a quand même une responsabilité très importante par rapport à ça. Et le consommateur nous pousse dans cette responsabilité-là. Alors dans l'alimentaire, il y a plusieurs éléments. On est un peu dans une période complexe. On parlait de schizophrénie tout à l'heure parce que moi, dans mon métier, je suis un nourrisseur. Donc ma première pensée va vers la sécurité alimentaire des consommateurs. C'est naturellement, je vais essayer de faire en sorte de ne pas abîmer la santé, évidemment, et plutôt d'essayer de l'embellir. C'est vrai qu'on fait beaucoup de gourmandise, on n'est pas forcément dans le régime, mais on fait beaucoup de gourmandise. Il y a aussi plein de tendances qui sont en train de se passer, que vous connaissez. Il y a le bien-être animal, il y a le 100% français, il y a le local. Et c'est compliqué pour un entrepreneur comme moi de pouvoir répondre à toutes les questions à la fois. Je le dis souvent, on amène des gens à l'entreprise. Il y a 190 personnes, 190 franchisés qui sont dépendants de l'écosystème La Micaline. Et le pire de tout, ça serait de mourir vertueux quand même. Ce serait d'essayer de répondre à toutes les questions, de déséquilibrer complètement le modèle et finalement de mettre tout par terre. Parce que l'entreprise a une responsabilité aussi, responsabilité sociétale vis-à-vis de ses propres salariés et vis-à-vis de ses franchisés. L'autre élément que je peux donner par rapport à ça, c'est et que le consommateur on voit de manière très forte, il y a deux choses. Il y a la transparence, donc l'ensemble des ingrédients utilisés et l'ensemble des produits, de la composition des produits sont à disposition des consommateurs, y compris pour des produits qui pourraient être un peu riches en calories, mais on assume. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on est dans une démarche aujourd'hui, plus une démarche de groupe, avec d'autres groupes comme McDonald's, comme KFC, comme d'autres, par rapport à tout ce qui est tri des déchets. C'est un vrai enjeu chez nous, là. Et comment amener le consommateur à une forme de pédagogie de tri des déchets à l'intérieur des points de vente, et comment organiser derrière des structures de recyclage, parce qu'il faut savoir qu'en France, on a beaucoup de paroles, mais on n'est pas forcément très au point dans toutes les villes françaises pour pouvoir recycler et trier correctement les déchets. Donc c'est un vrai combat, transparence et alléger son impact aux déchets pour demain. Très bien, on voit le mouvement global qui s'opère. Alors Uriel Carcenti, vous êtes founder et CEO de Maison Standard, industrie textile. Gros sujet sur la pollution, sur ces sujets-là. Expliquez-nous votre modèle, en quoi il a disrupté un petit peu ce qui se fait dans l'industrie textile. Très bien. Je partage d'abord beaucoup de convictions avec mes voisins, avec toi aussi. En 2013, quand on a commencé avec Maison Standard, on parlait de transparence, on était un peu seul. Et il y a beaucoup de sujets qui sont devenus aujourd'hui des atouts pour les marques qui veulent créer autrement et apprendre à consommer autrement. Et je crois que ces mots au démarrage étaient plus une façon de réveiller le consommateur, de réveiller le client pour lui apprendre à avoir des réflexes différents. J'ai mélangé deux choses dans Maison Standard. La première, c'était une conviction personnelle. Je suis né végétarien dans une famille où on faisait attention à notre environnement et on a toujours appris ça. Et j'allais beaucoup à la Vie Claire pour me nourrir. Et je crois qu'aujourd'hui, le patron de la Vie Claire a rejoint Carrefour, ce qui veut dire que l'industrie alimentaire, sans être un expert de l'industrie alimentaire, en tous les cas a beaucoup avancé en 30 ans, puisqu'aujourd'hui on trouve tous ces produits à portée de main pour toutes les bourses et surtout pour tous les niveaux d'éducation, qu'on soit en ville ou en campagne, on peut trouver des produits bio et équitables. Je crois que l'industrie textile, que j'ai rejoint bizarrement, est une industrie extrêmement polluante. Et donc, si on apporte nos convictions, on va parvenir à la transformer. Ça va prendre du temps, mais j'imagine que d'ici une dizaine, une quinzaine d'années, on aura peut-être pas la Vie Claire en vêtements, mais on aura des vêtements qui seront désirables et à la fois équitables. Il y a un long chemin à faire. Et un très long chemin. Vous agissez dès le sourcing. Hein. On agit dès le sourcing. Je vais même expliquer la démarche de démarrage qui est plus dans le concept du produit. C'est-à-dire que moi, je suis parti d'un constat où je dirigeais des marques et des créateurs qui étaient dans le gâchis constant. Ce n'est pas de leur faute, c'est juste un réflexe de l'industrie. On crée des produits, on en conçoit beaucoup et beaucoup vont à la poubelle au moment des éditions. C'est-à-dire que les acheteurs ne vont pas les sélectionner et qu'ensuite ils vont éventuellement finir en surproduction dans des ventes presse, dans des ventes privées, dans des déstockages. Et on connaît tous cette façon
d'étendre le cycle du produit de manière abominable, de sorte qu'il ne vaut plus rien et qu'on retrouve un produit à 3 000 € par terre chez Selfridge un jour, d'une marque prestigieuse. Et je voulais absolument casser ce modèle. Donc vous avez resserré votre offre, c'est voilà. ça? Donc l'idée, c'était d'arriver à proposer une offre extrêmement éditée, avec pas 350 chemises blanches, mais 3 chemises blanches, de sorte que le consommateur aussi puisse être aiguillé. Et du coup, lui donner un choix très clair avec un produit qui a été produit de manière limitée, en édition limitée, avec des réassorts. Le smart manufacturing, ce mot barbare anglais qui veut dire qu'on essaye de produire de manière intelligente, c'est pas toujours évident, mais de sorte qu'on calcule et on essaye d'étudier les besoins de nos clients. C'est-à-dire qu'en fait, on va tester le produit, pas au sens où il va l'emporter et le ramener chez nous, mais au sens où on va essayer de comprendre quel est son besoin, ses couleurs, sa grille de taille. Et une fois qu'on est très fort dans notre conception du produit, on va aller beaucoup plus loin et on va le lancer de manière à le réassortir de manière permanente sans avoir de stock. D'accord, très très clair. Parfait. Alors, je crois qu'on a fait le tour de cette première tendance. Il y en a de nombreuses autres. On va parler maintenant les nouvelles radicalités du e-commerce. Donc, la radicalité, c'est aller au bout de ses opinions. Je crois que parmi vous, il y en a qui sont vraiment jusqu'au boutiste et qui vont tout au bout de leurs opinions pour les faire valoir. Comment justement cette tendance appelée de leurs vœux par les consommateurs s'incarne dans vos entreprises? Sur quel thème vous jouez ce fameux thème de la radicalité? Peut-être vous avez le micro. Alors moi j'ai commencé la radicalité en proposant aux clients, j'avais un constat qui consistait à dire que les boutiques étaient mortes, les boutiques physiques. Et c'était évidemment faux, mais je ne le savais pas. Et je pense que je partageais avec un certain nombre de compagnons de route dans le web, qui soient du mobilier, de l'eyewear ou de la mode, l'idée d'aller en direct avec le client et qu'on pouvait se passer de l'intermédiaire physique. Le client nous a ramené à une réalité en nous rappelant qu'il avait besoin d'essayer le produit, qu'il avait besoin d'avoir une expérience émotive. Aujourd'hui, je pourrais dire que dans ce modèle-là, expérience physique, expérience digitale, il y a évidemment 2 choix. On peut choisir en 3 clics une chemise blanche et c'est le service, c'est ce que présentait tout à l'heure dans la présentation de démarrage, l'idée que le web était extrêmement pratique, pas cher et facile, alors que l'expérience émotionnelle est fondamentale à la construction de la marque et à l'expérience, et elle se retrouve en boutique. Et donc on a été amené effectivement à développer des boutiques, alors que la radicalité du propos était au démarrage d'éviter les boutiques. De la même façon, on a été assez radical dans la transparence. On a été parmi les premiers à parler de nos marges, à parler des prix. Je pense que le client doit savoir qu'il y a une forme abusive dans la façon de développer des marges. Et lorsqu'un produit sort d'usine à 20 €, il ne peut pas se retrouver à 300 ou 400 €. Les marges de 8 à 12 sont absurdes. Elles sont uniquement justifiées par le problème du cycle du produit. Il faut donc résoudre le problème du cycle du produit pour arriver à quelque chose de plus sain. D'accord. Donc il y a cette radicalité, elle peut prendre plein de formes. Vous, c'est une certaine transparence. Emery Jacquia, au sein de votre entreprise, comment est-ce que vous êtes radical? Notre mission, qu'on a traduite en engagement, c'est notamment autour de la consommation responsable. Donc informer, sensibiliser le consommateur autour de la consommation responsable et de faire de l'économie circulaire notre standard. Quand il y a 2 ans et demi, on a vu la tendance du Black Friday qui montait en France, on a pris une position assez radicale puisqu'on a décidé de boycotter le Black Friday et de fermer le site de la Camif, le meilleur jour du e-commerce en France. Ça c'est de la radicalité, on peut le dire. Oui. Quand j'ai annoncé à mes actionnaires qu'on allait fermer le jour du Black Friday, il y a des petits moments de solitude dans la vie d'un entrepreneur, ça en fait partie. Et heureusement qu'on avait fait ce long chemin, justement, pour définir notre raison d'être, pour savoir, en fait, pourquoi on était là. Et ça montre bien, je pense, l'importance, quand on est dans une entreprise, de s'engager. Et je pense que c'est ce que les consommateurs aujourd'hui attendent. Ils attendent des entreprises qui s'engagent sur des sujets de société. Et nous, on s'est dit, tout simplement, on ne peut pas s'inscrire dans ce temps du Black Friday qui symbolise un peu le syndrome de la surconsommation. Et donc, on a décidé de faire ce boycott et de fermer le site. Alors, c'était pas évident. Pour que ça marche, il fallait qu'on en parle. Alors, on avait contacté des journalistes en leur disant voilà, on va fermer le site le jour du Black Friday. Et puis, il y avait la moitié qui ne comprenait pas du tout pourquoi on faisait ça, parce qu'ils trouvaient que c'était très bien le Black Friday. Et l'autre moitié qui disait en fait, vous avez raison, il y en a marre, ça ne veut rien dire, ça n'a aucun sens le Black Friday pour nous aujourd'hui.
Et donc, après en avoir parlé à leur comité de rédaction, ils se sont fait malheureusement retoquer leur sujet parce que c'était pas très politiquement correct de parler d'un boycott du Black Friday pour des médias qui font l'essentiel de leurs revenus publicitaires ce jour-là. Et ça n'est que 3 jours avant que, inondés dans leur propre boîte mail, les journalistes nous ont rappelé en nous disant venez nous expliquer pourquoi vous faites ça. Donc j'ai fait mon baptême du Jean-Jacques Bourdin. Ah oui. et ça va, ça s'est bien passé. On n'a jamais autant parlé de la Camif que le jour où on a fermé notre site. Et ce qui était intéressant, c'est que l'année d'après, en 2018, on a interrogé nos clients sur qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse. Est-ce qu'on refait la fermeture pour le Black Friday ou est-ce qu'on laisse le site ouvert, on ne fait pas de promotion, mais on reverse 15% du chiffre à des associations qui luttent contre la surconsommation? Ou est-ce qu'on fait Black Friday comme tout le monde et vous profiterez de très bons promotions sur des produits néanmoins de qualité, fabriqués en France et dans le respect du développement durable? À vos clients de choisir. À nos clients de choisir. D'accord. Et on a eu 70% de nos clients qui nous ont dit « on vous aime, c'est pour ça qu'on vient à la Camif, il faut fermer votre site ». C'est formidable. Alors c'est évidemment un levier très fort de fierté pour nous, même en interne, parce qu'on anime des ateliers pendant la journée porte ouverte qu'on fait à Niort, pour montrer les alternatives positives à la surconsommation. En fait, c'est ce qu'on invite à faire nos clients. On les invite ce jour-là à prendre une journée de recul par rapport à leur acte d'achat, pour retrouver la maîtrise de leur pouvoir d'achat, parce qu'en consommant moins, on retrouve du pouvoir d'achat pour consommer mieux et pour qu'à chaque achat, on ait un impact positif pour son économie locale, etc. Alors moi, j'invite tous les patrons d'enseignes cette année qui sont dans la salle à suivre l'exemple de la Camif. Alors si vous ne voulez pas fermer votre magasin ou fermer votre site, mais au moins, ne vous inscrivez pas dans le Black Friday et vos consommateurs vous remercieront. Très bien. Ah ben, voilà, ça ne laisse pas le public insensible. Antoine Joutot, sur ce sujet de la radicalité du commerce, quelles sont vos grandes radicalités au sein du Bon Coin? Je crois que la radicalité, c'est déjà le fait que l'usage de mieux consommer se soit imposé, sans finalement que ça se sache. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je disais tout à l'heure que les Français sont déjà les héros méconnus de la transition écologique, c'est déjà le cas en fait. Ils consomment, ils nous ont pas attendus, et tant mieux, pour comprendre qu'une machine à laver qui fonctionne encore mais qui leur plaît plus parce qu'elle est trop petite peut avoir une seconde vie chez quelqu'un d'autre. Mmh. Et ça, je trouve que ça c'est déjà une première radicalité qui est de dire finalement c'est un mouvement populaire et que c'est en train de nous emmener et ça me rend positif. Mmh. Nous, ce qu'on voit dans nos études et dans les analyses qu'on a, il y a plusieurs sources qui le confirment, c'est qu'en 2028, la consommation d'occasion va dépasser la consommation du neuf. 2028, c'est après-demain. C'est demain que ça va donc profondément changer l'approche des marques sur leur approche de fabrication aussi, que ça va les forcer à faire des transformations industrielles lourdes. Et déjà, vous imaginez, c'est quand même dans quelques années. Donc, derrière l'entreprise Le Bon Coin, nous, on va accompagner ce mouvement-là, évidemment, notamment sur des univers que vous avez cités, qui sont des univers ultra polluants, qui sont notamment les univers de la mode, qui est une industrie ultra polluante, et sur lesquels il y a aujourd'hui dans le monde, je crois, 140 milliards de vêtements fabriqués pour 8 milliards d'êtres humains, mais seulement 1 milliard qui achètent des vêtements. Donc on voit bien que le système est en train de mal fonctionner. Donc nous, on a une conviction, c'est que la radicalité, elle est populaire, que c'est une transformation sociétale qui va se faire, que les plateformes comme la nôtre vont accompagner ce mouvement, mais de toute façon, les gens ne nous attendront pas, parce qu'eux aussi, ils voient ce qui est en train de se passer autour d'eux. Très intéressant. On retient cette date de 2028 où l'occasion dépassera le 9. Au sein de la Micaline, est-ce que vous avez des prises de position radicales pour vos consommateurs? Alors, des prises de position radicales. Déjà, on ne fait pas le Black Friday, j'arrive pas à le prononcer, vous voyez, heureusement qu'on ne le fait pas. On ne fait pas de seconde main non plus, c'est un peu compliqué chez nous, parce qu'en général, quand on a croqué dans le cookies, on ne le revend pas, ni sur le Bon Coin. Ça, c'est pas encore inventé, ça. Non, je pense que quand on est une marque, en fait, pour le consommateur, il faut être aligné dans ses actions, dans ses actes. Et comme je vous le disais, nous sommes des nourrisseurs. On ne va pas tout d'un coup devenir des véganes, c'est pas vrai. On ne va pas devenir le commerce des véganes, ça serait se mentir. Il faut accepter qui on est et au contraire, il faut l'afficher.
Il faut qu'on aille explorer des chemins sur la qualité des matières, sur ce genre de choses, tout en restant nous-mêmes. C'est ça qui est important. Et le deuxième élément, c'est que c'est un peu cette schizophrénie qu'on vit tous, ou en tout cas tous les retailers du XXe siècle. On nous a toujours appris qu'il fallait faire de la croissance. Et comment apprendre aux consommateurs à consommer moins, alors que normalement, il nous faut de la croissance pour avancer. Donc, c'est apporter une réponse à cette question compliquée et complexe, et miser sur le fait que chez moi, c'est plutôt le mieux manger. Les promotions, je cite comme ça, 4 baguettes achetées, 4 baguettes offertes, je ne vois absolument pas à quoi ça sert. On ne va pas manger 8 baguettes en rentrant chez soi, enfin, je ne crois pas. Ou une pizza achetée, une pizza offerte, je ne comprends pas non plus. Si on est tout seul, on ne va pas manger de pizza. Hein. Donc il faut essayer d'être raisonné par rapport à ça, amener de la gourmandise. Et puis surtout, je reviens avec mon côté entrepreneur, je pense que, et on l'a dit, le microcosme Micaline, c'est à peu près 200 sociétés, beaucoup de TPE, beaucoup de franchisés qui ont moins de 10 salariés pour la plupart. Ils ont cette responsabilité au niveau de leur ville. Ils ont cette responsabilité de s'engager d'un point de vue sociétal, d'un point de vue social, d'un point de vue participation aux différentes choses, d'un point de vue relation avec les associations Croix-Rouge et j'en passe, ou les Restos du Cœur pour la gestion des pertes. Voilà. Moi, j'engage vraiment mes franchisés à jouer leur rôle partout en France. C'est intéressant parce qu'on voit finalement à quel point votre rôle d'entrepreneur elle est en train d'irradier bien au-delà de l'entreprise, le monde dans lequel on est, la société, comme l'expliquait Emery. Sur l'autre tendance qui est le retour du test. Alors ça, on revient plutôt dans le mortar, dans le point de vente physique. Donc il y aura parmi vous des personnes qui seront moins concernées. Donc David Minjon nous expliquait que pour 82% des consommateurs, le vrai plaisir, c'est de pouvoir toucher les produits, que le retail physique devient à nouveau à la mode avec une composante expérientielle. Decathlon qui propose de tester les produits chez soi pendant 7 jours. On a vu Muji qui fait un hôtel pour montrer ses produits in situ. Dans vos entreprises respectives, dans votre job de retailer, est-ce que la possibilité de tester, c'est une tendance que vous observez? Est-ce que vous êtes dans cette logique ou est-ce que vous y voyez des freins? Peut-être, qui veut prendre la parole là-dessus? Allez, je vais commencer parce que c'est moi qui vais être le pire. Parce que j'ai lu vos textes. Moi, j'aime pas du tout, en fait. Principalement parce que moi, je crois beaucoup à la reconstruction des centres-villes, à la réimplémentation des commerces de proximité. D'ailleurs, nous, on a des programmes sur le sujet parce qu'on y croit et qu'on pense qu'aujourd'hui, le tissu social doit se garder dans les territoires. Ça, c'est notre conviction. Par contre, d'imaginer qu'aujourd'hui, j'imagine bien l'argument marketing des retailers de mettre en place cette procédure de retour et de test, mais clairement, en termes de conscience écologique, c'est la catastrophe quand même. Éventuellement se faire livrer chez soi, de renvoyer, d'aller sur place, de prendre le produit, de le ramener. Oui, pour des pure players, oui. Exactement. Après, pour des retailers physiques, oui, c'est un peu différent. Les retailers physiques, on sait tous aujourd'hui, pour participer à un board, je vois aussi ce que deviennent ces vêtements quand ils reviennent. Donc aujourd'hui, c'est un concept qui me dérange. Je le comprends en termes de consommateur, je le comprends en termes de marketing, mais par contre, si on est en train de parler de consommation raisonnée et intelligente, je pense qu'il y a une vraie... On est un peu dans des injonctions paradoxales. Je trouve que c'est une contradiction. Emery Jacquia. Nous, en 95, quand on a lancé Matelsum, on a été les premiers à proposer 15 nuits à l'essai parce qu'il y a des produits, malgré tout, que même quand tu vas en magasin, c'est quand même très difficile, en 5 minutes, tout habillé, chaussures aux pieds, de vraiment se dire « Ah bah ça, c'est le bon matelas pour moi, je vais pouvoir dormir dessus pendant 10 ans ». Donc, on pense qu'on rend un vrai service au client quand il peut vraiment essayer, dans des vraies conditions, son matelas, parce qu'il va y passer 10 ans, on y passe un tiers de sa vie, et c'est important de bien choisir. Aujourd'hui, on offre 100 nuits à l'essai parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, pendant 4-5 nuits, on dort assez mal parce qu'on redresse la colonne vertébrale, donc les gens vont renvoyer le matelas, et en allongeant la durée d'essai, on a eu moins de taux de retour. Et au-delà de ça, je pense que la question du retour du test, elle est assez importante. C'est le rapport au produit. On n'a pas envie de se tromper.
Nous, il y a 3-4 ans, avec Camif, on s'est posé la question de ça aussi, puisqu'on est 100% digital. Et on a lancé la Camif près de chez vous, qui est un service qui permet d'aller essayer son canapé chez un voisin. Alors ça, c'est assez original. On a une communauté de clients qui s'y prête assez bien, avec un esprit d'entraide, de solidarité. Donc c'est 2 clients qui ne se connaissent pas, qui sont mis en relation, et voilà, ils vont essayer un canapé chez le voisin. Alors ça a très bien fonctionné. Les expériences d'achat étaient géniales parce que ça crée du lien, parce que voilà, on ne voit pas un vendeur, mais on voit un vrai client utilisateur du produit. On ne voit pas le produit neuf, parfaitement emballé, mais on voit le produit après quelques années d'utilisation, donc c'est intéressant. Après, il y a des difficultés opérationnelles qui fait que quand on renouvelle ses collections, il faut avoir quand même un canapé autour de chez soi dans un rayon de moins de 10 km pour que ça marche. D'un point de vue logistique, c'est un casse-tête. On grossisse un peu pour que ça vraiment puisse prendre de l'ampleur, mais je crois qu'il faut imaginer de nouvelles façons de tester le produit, parce que ce rapport au produit, il est important, et je rejoins parfaitement l'idée qu'il ne faut pas du tout inscrire dans la tête des consommateurs que c'est normal d'acheter 3 produits, d'en renvoyer 2. Parce que ça, c'est une catastrophe écologique, évidemment. Donc il y a aussi un devoir d'éducation qui me semble important. D'accord, très très clair, très intéressant. On avance sur une nouvelle tendance ou vous voulez ajouter quelque chose? Alors on avance. Donc sur la tendance, l'IA au secours du physique, l'IA qui peut optimiser la logistique, l'expérience en magasin. Actuellement, Amazon va jusqu'à tester l'envoi de produits sans qu'ils soient commandés selon les profils des utilisateurs, parce qu'on sait que potentiellement ils vont les accepter et les acheter. À 69%, les consommateurs pensent que l'IA risque de les influencer dans leur manière d'acheter. C'est ce que nous a présenté David Mingeon dans l'étude Havas. Comment intégrez-vous ces technologies dans vos entreprises respectives et comment garantir que l'IA est indépendante, qu'elle va aider le consommateur et non l'influencer? Alors, je vais avoir une position radicale, comme tout à l'heure. Je pense que la bataille de l'IA, on l'a complètement perdue en Europe. Ceux qui maîtrisent l'IA, ceux qui maîtrisent les données, ceux qui récoltent les données, et c'est les GAFA et c'est les Chinois. Donc, en Europe, on a perdu l'IA. On a perdu la bataille, pour moi. Et ma position, à la Camif en tout cas, c'est au contraire de penser que la maison devrait être un univers où on peut, une sorte de cocon, une sorte de bulle de déconnexion, où on n'a pas forcément l'enceinte connectée posée sur la table qui nous écoute et qui est capable de nous envoyer je sais pas, un produit dont on n'a pas besoin mais dont on a parlé à table par exemple. Et donc nous, même dans la conception même des produits, on se dit qu'on ne veut pas de technologie dans les produits parce qu'on est sur des produits avec des durées de vie longues. Une table, une chaise, un canapé, une literie, ça dure 10, 15 ans, parfois toute la vie. Et introduire de la technologie dans des produits à durée de vie longue, c'est introduire de l'obsolescence programmée. Et donc, low-tech, et préservons nos données, préservons notre intimité, gardons et conservons notre libre arbitre. Après, en étant dans le digital, on est forcément exposé à l'IA parce que sur notre site internet, machin, les recommandations de produits, on les a nécessairement. Le retargeting. Mais oui. on a parlé tout à l'heure de l'importance que les États régulent l'IA. C'est hyper important parce qu'il y a vraiment des sujets de suprématie de ces 10 grandes entreprises mondiales qui sont aujourd'hui plus puissantes que les États, qui connaissent plus d'informations sur nous que peut-être nous-mêmes. Et donc, il y a une sorte de gouvernance de l'IA qui me semble indispensable à mettre en œuvre rapidement. Donc, votre radicalité, c'est de ne pas intégrer de techno dans les meubles que vous proposez. Qui veut intervenir là-dessus, sur ce sujet de l'IA? Antoine Joutot. Alors moi, je vais aussi parler de radicalité sur le sujet, mais je ne suis pas sûr qu'on ait perdu la bataille de l'IA. D'abord, il y a une bonne et simple raison, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des algorithmes qui existent sur l'IA, ce sont des algorithmes qui sont connus. La plupart sont maîtrisés par des scientifiques un peu de tous les pays. Donc, globalement, si vous voulez faire de l'IA sur votre plateforme et dans vos entreprises, c'est accessible. Voilà. C'est devenu accessible il y a quelques années. Et je trouve qu'il y a un côté rassurant et que oui, après, le degré de sophistication absolue d'adaptation et de personnalisation de ces algorithmes, ok, ça peut-être que c'est plutôt les entreprises américaines et asiatiques, d'ailleurs avec des mathématiciens français qui le font, mais globalement je ne pense pas que ça soit encore perdu dans l'usage, et heureusement. Par contre,
Alors nous, comment on l'utilise beaucoup. On l'utilise pour le contrôle de nos annonces, on l'utilise pour développer nos algorithmes de personnalisation des contenus, et on pense que ça apporte beaucoup d'efficacité, de pertinence dans l'usage, et donc ça accélère la transaction, la confiance, etc. Donc on le voit de manière assez bienveillante, c'est un outil finalement. Par contre, ce qui moi, m'inquiète un peu plus, c'est plutôt l'utilisation de la donnée. Et en effet, qui a la donnée? Alors, une entreprise comme Le Bon Coin, le groupe Le Bon Coin, évidemment, est une entreprise de données, possédant beaucoup de données sur plein de secteurs d'activité. Mais nous, l'approche qu'on a eue, c'est de se dire, la donnée, finalement, on parle d'économie circulaire, on parle de mieux manger. Eh bien, finalement, il y a aussi une question d'avoir de la data bio. Et aujourd'hui, la data sur ces plateformes-là, ben, c'est pas de la data bio, hein. C'est plutôt de la data pas bio. Voilà. Clairement, aujourd'hui, la RGPD a essayé l'année dernière de mettre tout le monde dans le rang, de trier ça. Et en fait, pour le moment, elle a plutôt fait l'effet inverse. C'est-à-dire que ces entreprises ont plus ou moins bien appliqué, plutôt moins que plus, les nouveaux règlements, et plutôt tourné leurs données à leur avantage. D'accord. Mais par contre, je pense que parce que l'IA n'est rien sans d'énormes informations, d'énormes flux de données. Le sujet, c'est la protection des data clients, c'est la protection des données. La protection de la donnée client du consommateur est fondamentale. Je pense qu'aujourd'hui, les consommateurs commencent à s'éveiller sur ce sujet, n'ont pas envie de laisser traîner leurs données et celles de leurs enfants n'importe où, et que je pense que ça va se répercuter sur les entreprises qui jouent le jeu. Et vous, au sein du Bon Coin, est-ce que vous pouvez partager 2-3 bonnes pratiques là-dessus, justement? D'abord, il y a un règlement RGPD qui a été publié il y a 1 an et demi. La moitié du top 100 français a mis 6 mois à le mettre en place. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il faut le mettre en place. Aujourd'hui, personne n'est parfait sur ce règlement. Il y a eu beaucoup d'interprétations, mais c'est une bonne chose pour nos utilisateurs. Ça leur permet d'accéder aux données collectées, de faire des choix. Parce que c'est une question de choix, la RGPD. Moi, je pense que c'est bénéfique pour les médias français et européens, bénéfique pour nos utilisateurs, et il faut le clamer, le réclamer. Et je pense que c'est un élément de différenciation. Donc, pour moi, il ne faut pas le prendre comme une contrainte, il faut le prendre comme une opportunité. Il faut investir, ça coûte beaucoup d'argent, de bien ranger sa donnée, de faire en sorte qu'elle soit propre. Et aujourd'hui, c'est un investissement qui est vertueux. Et si on le prend derrière, on peut aussi faire de l'intelligence artificielle, proposer des services intelligents en respectant ces règlements. D'accord. Et si on rentre dans les coulisses du Bon Coin, il y a combien de personnes chez vous qui sont sur ces sujets-là de rendre la donnée bio, comme vous disiez? Aujourd'hui, c'est 25% de nos équipes techniques. D'accord. Donc c'est un gros investissement. Après, elle traite aussi les problématiques d'algorithmes, etc. Mais culturellement, l'entreprise, dans ses valeurs, a déjà ça, cette responsabilité. Et on le sent parce qu'en fait, parce qu'on ne l'a pas pris comme une contrainte. On l'a pris comme un élément qui pouvait nous aider à construire notre business. Alors, personne n'est parfait, on n'est pas parfait. Mais clairement, on pense que c'est une opportunité de différenciation par rapport à des plateformes en dehors de France qui ne payent pas leurs impôts en France. D'ailleurs, au passage, en plus de ça, n'hébergent pas leurs données au bon endroit, ne donnent pas accès à l'extraction de leurs données, etc. etc. Ça, c'est, à mon sens, coûteux pour l'avenir, pour ces entreprises, parce que je pense que le consommateur va s'éveiller sur le sujet, où il est déjà en train de le faire. D'accord, très clair. David Giraudot, vous avez quelque chose à ajouter sur ce sujet de l'IA? Donc moi, dans mon domaine, en fait, comme je viens du retail physique, en fait, l'impact du 2.0 est arrivé plus tard, et il a été matérialisé dans un premier temps par des acteurs très puissants, encore des Américains, c'est toujours les Américains qui gagnent à la fin, donc du type agrégateur, Uber, pour ne pas le citer, ou d'autres. Et c'est vrai qu'on ne pensait pas qu'on en allait toucher aussi rapidement que ça. Et ça pose plein de questions. Je suis aussi en interrogation par rapport à ça. Le côté pile, qui est le premier effet qui se coule de ces choses-là, c'est qu'en fait, vous avez une nouvelle manne de chiffre d'affaires qui arrive. Et c'est plutôt positif. Hein. Vous savez que quand vous êtes en commerce centre-ville physique, vous avez des charges d'exploitation, des loyers, des choses comme ça. Donc il faut y faire face. Donc ça fait du bien d'avoir parfois 10, 15, 20% du chiffre d'affaires en plus. Et puis l'effet face, c'est où le deuxième effet qui se coule, c'est
vous êtes en train de donner votre fonds de commerce, finalement, votre clientèle, à quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas, qui a la maîtrise totale de votre destin là-dessus, et qui va, du jour au lendemain, pouvoir décréter, leur raconter ce qu'il veut à vos clients, enfin, en tout cas, vous déclasser, parce qu'il y a un classement. Donc, encore une fois, je crache absolument pas dessus. Je dis simplement, un peu dans ce que vous dites, je dis simplement, soyons hyper vigilants. Le capitalisme du XXe siècle, il a un objectif, c'est faire du business, quitte à détruire autour de lui des écosystèmes existants, et que ça lui fait pas grand-chose, en fait, je pense. Donc soyons vigilants. Pour ma part, nous, ce qu'on a réalisé par rapport à ça, c'est qu'on invite nos clients, donc nos clients habituels, via notre propre plateforme. On fait du click and collect parce qu'on pense aussi qu'il y a un sacré problème dans cette partie de commerce, c'est ces messieurs qui font du vélo et qui ne sont pas reconnus, enfin qui sont reconnus comme des auto-entrepreneurs qui en fait, bon bref, il y a des choses à régler de ce côté-là, encore une fois. Donc on a développé notre propre plateforme en click and collect parce qu'on pense que c'est important d'apporter ce service-là, mais je pense qu'il faut rester vigilant. C'est comme toute nouvelle technologie, il y a vraiment des bons côtés et il faut y aller, il faut les utiliser, mais voilà. Avec prudence. Ok. Parfait, très clair. Uriel Carcenti, Maison Standard, un point de vue également sur ce sujet de l'IA au service du retail. Alors c'est plus une note personnelle, c'est-à-dire que moi en tant que citoyen et peut-être très français, je suis un peu récalcitrant à l'idée de l'utilisation des données non bio. Ça c'est quelque chose de très clair. Et je crois que pour Maison Standard en particulier et pour les marques qui nous entourent, qui ont commencé en direct to consumer, à essayer de parler à une communauté nouvelle, une nouvelle génération de marques, c'était particulièrement difficile au démarrage de parler d'IA lorsqu'on parlait de transparence derrière, lorsqu'on parlait d'un rapport direct avec le client. Et il n'y avait pas un paradoxe, mais il y avait une difficulté à éduquer le client là-dessus et pour nous-mêmes, je crois, à tirer des conclusions très fortes parce qu'il y a beaucoup de données qui sont récoltées tous les jours, mais pas forcément beaucoup d'entreprises, dans mon secteur en tous les cas, qui en font bon usage ou qui en font un usage intelligent pour transformer l'expérience. Et donc je crois que mon client comme moi était assez récalcitrant. On en est resté, comme dans l'alimentaire aujourd'hui, à parler et à créer un dialogue qui nous permette de récolter le maximum d'informations. D'accord. De toute façon, sur ces sujets-là, on est aux prémices et il va se passer beaucoup de choses dans les mois et années qui viennent. Très intéressant. Alors, la dernière tendance, on y arrive, du bêta au béton. Belle formulation s'il en est. Les formes de réinvention viennent du digital. Certains magasins physiques deviennent des laboratoires pour mieux comprendre leurs clients. Selon vous quatre, les magasins sont-ils en train d'être construits comme des sites internet avec des simulations de parcours, des changements de contenu en temps réel, des choses comme ça qui apparaissent? Que vous inspire cette tendance en fait entre le new retail, le meilleur des mondes, entre le physique et le digital? Est-ce qu'on y est à ce new retail, à ce floutage des frontières dont on parle depuis bien longtemps? Qui veut parler là-dessus? Je peux commencer rapidement. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai commencé Maison Standard sur un modèle sans boutique. Je disais même, je refusais les grands magasins, je refusais les wholesale. J'ai fait quelques exceptions pour l'image. Mais globalement, on disait, on veut exister seul dans notre site. C'était particulièrement difficile. Dans l'exécution, on s'est aperçu quelque chose de très intéressant, c'est qu'au fil des années, l'acquisition d'un client était de plus en plus difficile et de plus en plus chère sur le digital. Et donc, quelque chose qui paraissait naturel en 2013, une grosse communauté Instagram, une belle plateforme digitale, n'était plus suffisante à un moment donné pour aller dans le rythme de la croissance désirée. Et on s'est aperçu que sur le plan à la fois de l'acquisition du client comme de l'expérience émotionnelle, la boutique était devenue un outil fondamental. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans un moment où on peut effectivement tout se permettre. J'ai fait des boutiques sans stock. J'ai créé des pop-up où il n'y avait que quelques tablettes pour créer un lien et commander online sans avoir la satisfaction immédiate. Et je pense que les exemples que vous avez montrés un peu plus tôt montrent à quel point on doit être créatif dans l'expérience digitale, dans l'expérience physique, et proposer un service et une fonctionnalité et une convénience, comme on dit, sur le digital. D'accord. Et vous avez un planning rédactionnel, entre guillemets, d'animation commerciale. Comment vous opérez par rapport à ces magasins éphémères?
ce Des calendrier? collaborations, c'est des collaborations avec des grands magasins, c'est des collaborations avec des endroits. J'ai chez Opening Ceremony à New York ou à Los Angeles, dans des marchés qui étaient tout à fait nouveaux pour nous, fait des pop-up de 15 jours avec des artistes qui permettaient d'avoir une mise en scène qui donne envie et qui fasse découvrir le produit sans pour autant l'acheter de suite. On a fait également dans notre premier showroom à Paris, rue de Poitou, une expérience sans stock. Ça, c'est particulièrement délicat. C'est pas frustrant pour les consommateurs? Si, c'est frustrant. Je pense que la frustration faisait partie de la découverte de la marque dès le démarrage. Curieusement, évidemment, les actionnaires ont toujours envie d'aller plus vite et d'avancer, mais on parle d'expérience. Et je crois que Bonobo avait fait un modèle assez équivalent où on découvrait effectivement des boutiques d'essayage en fait. Il s'agissait d'apporter un outil supplémentaire et complémentaire au site et non pas de proposer un nouveau phénomène qui crée une zone de stock avec tout ce qu'on connaît derrière et la pénibilité de le rentabiliser. Pour autant, on est arrivé à trouver un modèle intermédiaire qui finalement aujourd'hui permettent de découvrir une partie de la collection de best-sellers dans des points de vente très spécifiques et très orientés. On a aujourd'hui 4 boutiques à Paris qui fonctionnent très bien sur un modèle qui permet de réorienter le client aussi sur le site. Et donc, il y a, je crois, une écoute du client importante pour comprendre ce qui lui convient exactement. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit être absolument partout là où le client nous cherche. Ça peut être un lieu culturel, ça peut être un lieu de transit ou une boutique. Je crois que tous les endroits sont permis. Très bien. Emery Jacquia, vous n'avez pas de stratégie click and mortar. Vous êtes pure player depuis nativement. Est-ce que vous êtes monomaniaque du web ou est-ce que Non, mais c'est vrai que depuis 95, chaque année, on se pose la question, est-ce qu'on ouvre un magasin? Est-ce qu'on ouvre des magasins? Et on serait beaucoup plus gros, certainement, si on avait ouvert des magasins. Je ne sais pas si on serait plus rentable, mais en tout cas, on s'est toujours dit, finalement, quand on doit faire des arbitrages et qu'on doit investir, qu'il valait mieux investir sur l'expérience client sur Internet plutôt que dans des magasins. Ce qui n'exclut pas néanmoins des stratégies, parce que je pense qu'aujourd'hui, un acteur du purement digital, d'aller vers des magasins ou d'ouvrir des magasins, ça ne me semble pas forcément une stratégie très intéressante. On voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de surface, il y a peut-être trop de surface commerciale déjà. Par contre, je crois à des stratégies d'alliance qui peuvent être intéressantes. Nous, on pourrait aller chercher des corners physiques pour exposer les produits Camif Édition, par exemple, dans des enseignes dont les clients sont en affinité avec la proposition de valeur, consommer moins, consommer mieux, consommer des produits de qualité, local, durable. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet de créer de la valeur partagée. Puis ça permet aussi à nos clients d'aller pouvoir essayer, tester les produits. On parlait du test, du retour du test. C'est une façon de tester les produits. Donc, pourquoi pas avoir des corners. Après, on ne s'exclut pas d'avoir un showroom parisien, par exemple, mais pour des questions presque de plus de communication autour de la marque, pas forcément avec beaucoup de produits. Et enfin, nous, notre vision, c'est que la Camif, ça va devenir la plateforme de la consommation responsable dans l'équipement de la maison. Et on va offrir toute une palette de produits et de services au bénéfice de l'homme et de la planète, c'est notre mission. Donc on y trouvera, comme aujourd'hui, des produits neufs de qualité fabriqués en France dans le respect du développement durable, mais on peut imaginer y trouver des nouveaux services de location, pourquoi pas même de l'occasion. On peut imaginer aussi d'avoir des alliances avec des espaces physiques pour aller réparer ou pour aller recycler ces produits. Donc, oui, le commerce sur l'offre servicielle. Commerce sans limite, sans frontières. Donc oui, digital et physique, à un moment donné, il y aura une présence physique. Très bien. Antoine, un petit éclairage sur votre vision justement de du bêta au béton, cette espèce de point de moment de vérité où le commerce physique et le commerce digital commencent à ne faire qu'un. C'est un peu un gros mot pour une plateforme comme Le Bon Coin. Penser à des points physiques, c'est quelque chose qui est pas très naturel pour une plateforme comme nous. Vous êtes né il y a 20 ans avec le digital. Alors nous, la chance qu'on a, c'est qu'on n'a pas d'entrepôt, puisqu'on a 40 millions d'entrepôts. Ça, c'est très pratique d'ailleurs. On maille bien le territoire. Donc en fait, évidemment, on se pose régulièrement la question qui est de dire est-ce qu'on doit être un peu plus dans le monde physique pour notamment nous rapprocher de nos clients et de notre audience quotidienne, ou est-ce qu'il faut qu'on reste en dehors? On est d'ailleurs très sollicité par les marques du retail qui viennent nous voir en se disant voilà, on se jette dans les bras en ce moment de boîtes américaines et asiatiques, est-ce que Le Bon Coin peut être une alternative? Évidemment que oui,
parce que son audience est tellement importante que oui, ça peut être une opportunité. La question pour nous, c'est comment on traite le neuf à côté de l'occasion. C'est un vrai sujet pour nous, qui est de dire si vous faites arriver trop de contenu neuf, vous gâchez l'expérience de l'occasion. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sur l'expérience physique, on se pose la question d'expérimenter, notamment avec des grands groupes de distribution, des corners Le Bon Coin. Parce qu'en effet, la plupart des échanges se font physiquement, et donc ils se retrouvent en général sur des parkings de supermarchés, etc. Donc se pose la question d'être un petit peu plus présent sur cet aspect-là. Des alliances entre grands... Des alliances où on partagerait... Parce que les expériences Le Bon Coin, ce sont des moments de vie. Quand vous vendez votre canapé, vous avez toujours une histoire à raconter ce qui s'est passé sur ce canapé. Alors parfois, c'est des histoires pas que de loisirs, mais grosso modo, vous partagez une expérience. Et c'est ça que font les Français tous les jours sur la plateforme. Et puis la dernière chose, c'est nous, on croit beaucoup au commerce de proximité et on a la croyance qu'aujourd'hui, on peut revenir dans le monde physique et en tout cas, la plateforme Le Bon Coin peut accompagner cela pour aider justement les commerces physiques à être plus visibles, plus présents. Parce que nous, notre ADN, c'est un ADN de territoire. Vous pouvez rappeler les chiffres clés d'audience du Bon Coin? 28 millions de visiteurs par mois, 100 millions de transactions par an, 500 000 professionnels qui nous utilisent et à peu près 25 milliards d'euros d'échanges sur la plateforme par an. D'accord, oui, effectivement, ça ne peut que séduire les retailers traditionnels. Et effectivement, on a des idées de partenariat. Au sein de l'Amicaline, cette digitalisation des mondes, des points de vente et vice-versa, cette interopérabilité entre commerce physique et commerce digital, est-ce que ça vous parle? Nous, c'est plutôt du béton au bêta que du bêta au béton, puisqu'on est né, pas forcément dans le béton, mais en tout cas, on est né dans le physique. Et c'est important, ce que tu disais, c'est que nous, on croit profondément à ça. On croit profondément à l'être humain est grégaire. L'être humain a besoin de relations humaines. Parler, j'ai voyé des avatars ou ce genre de jeu. Je joue un peu sur le net. Et c'est vrai que c'est rigolo de parler avec un avatar 5 minutes, mais ça remplacera jamais cette relation. Et nous, on est parfois le seul lien social qu'il peut y avoir dans des petites villes, dans des sous-préfectures. Pour un certain type de personnes, par exemple des personnes âgées, c'est le lien social qu'elles vont avoir à venir, ne serait-ce qu'une minute, une minute et demie, dans notre point de vente et échanger sur la pluie et le beau temps. On ne va pas refaire le monde à ce moment-là, mais échanger. Donc on croit profondément à ça. On croit aussi au bêta parce que il y a 25 ans, quand est arrivé Internet, dans notre métier ou dans la restauration, il y a ceux qui se disaient c'est important d'avoir un site internet et ceux qui disaient ça sert à rien, vaut mieux rester dans les pages jaunes, c'est comme ça que ça marche. Bon, à mon avis, ceux qui sont restés dans les pages jaunes, déjà les pages jaunes ont du mal à rester, mais ceux qui sont restés dans les pages jaunes doivent être peu nombreux. Donc aujourd'hui, la présence d'une marque sur le net, pas forcément pour vendre des choses, nous on n'est pas là pour vendre des choses, mais une forme de ligne éditoriale, une forme de prise de parole, une forme de ton. Et quels que soient les réseaux, alors c'est compliqué parce que les tons ne sont pas les mêmes en fonction de Facebook, en fonction des différents publics, mais l'existence virtuelle d'une marque ou d'une enseigne sur les réseaux est fondamentale, puisqu'en fait c'est quasiment le premier point d'accroche du futur client ou pour moi du futur postulant franchisé. Donc on met beaucoup d'attention à soigner notre présence sur les réseaux, quitte à ne rien y vendre. Finalement, c'était pas le but. Une manière d'entretenir la conversation. Peut-être pour conclure, Uriel Carcenti, sur ce sujet du bêta au béton. Vous, justement, vous nous avez parlé de la théâtralisation de vos points de vente. C'est quoi l'étape d'après pour vous? Pour ça, dans cette osmose entre commerce physique et commerce digital, est-ce qu'il y aurait un attendu ultime, quelque chose qui est un objectif où là on se dirait là on y est vraiment à ces frontières qui auront explosé ou pas? Déjà, je crois qu'il y a beaucoup de boutiques et beaucoup de retailers qui n'ont pas intégré, et dont nous d'ailleurs, Maison Standard, les fonctions digitales sur le floor. On a intégré quelques-unes, mais pas énormément. Et moi, à titre personnel, j'en profite pour détourner votre question, pardonnez-moi Martine, je crois beaucoup à l'économie circulaire comme prochain
prochaine tendance, une tendance forte. C'est pour ça que le Bon Coin a un bel avenir et que tout le marché d'occasion a un marché d'avenir. Je crois au mélange du neuf et de l'occasion. Je crois que la boutique physique peut être un endroit où on revient souvent pour justement comprendre le cycle du produit et ramener ces produits neufs et recycler et réutiliser. Je crois beaucoup à la réparation et donc je crois que le lieu physique est inscrit comme un lieu indémodable et un lieu d'échange humain, comme le disait à l'instant David. Voilà, donc je crois beaucoup à l'échange humain et je crois que c'est complémentaire. Encore une fois, le digital, dans mon métier en tous les cas, c'est vraiment à avoir un service et à proposer quelque chose de rapide, de fonctionnel, et l'expérience physique restera comme le lien expérimental qui est aujourd'hui le seul élément qui différencie les marques par ailleurs, parce qu'avoir un beau site c'est très facile, quoique, mais en tous les cas c'est sûr que c'est difficile de passer du sens, de passer une valeur, de passer une philosophie d'approche ou une façon de consommer, et ça c'est uniquement l'humain et la boutique et l'expérience physique qui peut le faire. Absolument. Alors, plus il y a de digital et plus il y a d'humain. Merci à tous les quatre pour votre témoignage sur ces 4 tendances. On peut vous applaudir bien fort. Merci pour ce retour d'expérience. Alors, nous arrivons au terme de cette table ronde. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Si certains d'entre vous veulent profiter de la présence de 4 belles marques digitales et physiques, vous êtes nombreux. On vous laisse quelques secondes. Il y a une hôtesse qui arrive. Allez, qui se lance pour la première question? Ah, il y a un monsieur. Non, ici. Pas de questions? Bon. Eh bien, écoutez, vous avez été très clair. En tout cas, vous nous avez inspiré. On retient les entreprises à mission, votre combat Emery Jacquia, qui ne fait que commencer et qui est promis à un très bel avenir. Antoine Joutot, Le Bon Coin, avec tout précurseur sur l'économie circulaire et qui nous a donné cette date de 2028 où le marché de l'occasion dépassera celui du neuf. L'ami Caline et son engagement sur toujours plus d'humains et de technologies raisonnées. Et puis vous, Maison Standard, sur cette industrie du textile assez polluante s'il en est, où vous rebattez les cartes et vous êtes un peu un trublion dans cet univers et vous donnez la voix sur de nouveaux modèles possibles. Encore merci à tous les 4 et à bientôt.